La seconde partie de notre débat consacrée à la lutte contre Boko Haram et le Tchad qui a décidé d'envoyer 2000 hommes à Bosso dans le sud-est du Niger pour venir en appui aux forces nigériennes. Il faut savoir que vendredi soir, la localité de Bosso a été attaquée par des combattants de Boko Haram qui se sont emparés de cette ville. Saïdi Kaba nous a dit tout à l'heure que la situation serait sous contrôle à Bosso, en tout cas que l'armée nigérienne aurait repris le contrôle de Bosso. L'attaque a fait au moins 26 morts dimanche. Je vous propose moi d'écouter tout de suite le président tchadien Idriss Déby, donc venu apporter de l'aide au Niger avec l'envoi de 2000 hommes. Quels que soient les maigres moyens que nous disposons, nous ne devrions pas attendre, nous devrions répondre et nous devrions faire en sorte que nos forces occupent le terrain et qu'on ne laisse pas le terrain vide à Boko Haram, quels que soient nos faiblesses. Les moyens viendront après. C'est un engagement, puisque Boko Haram aussi agit avec ses moyens, nous allons agir avec nos moyens. Et nous serons en mesure, je pense, de protéger au moins nos populations et de protéger nos territoires. Gilles Rodriguez, il faut se dire ce soir, heureusement qu'il y a le Tchad, parce que le Tchad a des équipements militaires français, d'ailleurs, beaucoup d'équipements militaires français, d'ailleurs, et une force de frappe, en tout cas militaire, bien supérieure aux autres pays de la région. Et s'il n'y avait pas le Tchad, peut-être que la situation serait bien pire. Je pense que le Tchad a effectivement une tradition guerrière bien établie et très ancienne, et aussi a une histoire intérieure quand même très, très agitée. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer les capacités nigérianes. Le Nigeria, c'est quand même le géant militaire de la zone en matière d'effectifs, même si ce géant a des pieds d'argile, parce qu'il est sous-équipé, mal entraîné, souvent miné par la corruption, y compris parmi ses élites militaires. Il y a eu un rapport très récemment d'International Crisis Group concernant justement la corruption de l'armée nigérienne. D'ailleurs, le président Buhari avait promis lors de son investiture de lutter contre la corruption dans l'armée. On en est où aujourd'hui ? Je dirais c'est en cours. Il y a eu très rapidement mise en place d'une commission d'enquête qui est en train de repasser en revue tous les contrats d'armement passés entre 2007 et 2015. Donc en gros, depuis l'arrivée au pouvoir du président Yar'Adua, puis sous l'ère Goodluck Jonathan. Et il y a déjà eu un certain nombre de mises en cause. On parle de 15 milliards de dollars de détournement. Et d'ores et déjà, un certain nombre d'anciens responsables militaires, en particulier de l'armée de l'air, ont été mis en cause. Anciens chefs des armées, anciens chefs d'état-major de l'armée de l'air, anciens hauts responsables de l'armée de l'air. Mais maintenant, on s'attaque aussi à l'armée de terre. Et la marine, à mon avis, suivra aussi. Emmanuel Gare, il y a eu un vrai tournant avec l'élection de Mohamed Buhari. Je me rappelle son discours d'investiture à Abuja, qui était vraiment centré sur la lutte contre Boko Haram. Et cette décision symbolique très forte de dépasser le commandement militaire du sud du pays vers Maïdougouri, qui est la capitale du nord. Où est installé Boko Haram? Je pense que on a vu que cette décision et puis d'autres mesures qui ont été prises, notamment un équipement militaire plus important et de meilleure qualité on aurait dû livrer à l'armée nigériane, mais ce qui n'était pas fait à cause de la corruption, justement, dont on parlait. Parce que ces officiers, ces chefs d'état-major, etc., carrément mettaient dans leur poche de l'argent qui devait être utilisé pour commander des équipements militaires. Est-ce qu'il y a un tourment avec l'élection de Buhari ? Le tourment, évidemment, est là, puisque Buhari, en arrivant, a dit à l'armée nigériane, je vous donne jusqu'à la fin de l'année 2015 à peu près, je vous donne 2 mois pour inverser la situation. Et à la fin de l'année dernière, fin décembre, ils ont quand même pu, je dirais, briser la colonne vertébrale de Boko Haram au point de pouvoir déclarer que Boko Haram était vaincu techniquement.
Parce que je crois que Boko Haram tenait une quarantaine de localités dans le nord du pays. Aujourd'hui, il ne tient plus aucune localité. Aucune localité. Donc il y a un vrai travail qui a été fait avec de vrais résultats. Il y a un vrai travail qui a été fait. Je pense que l'armée nigériane a pris le dessus moralement. Ils sont sur l'offensive. Ils mettent Boko Haram sous pression. On ne voit plus, bon, même s'il y a des bombes de Boko Haram qui ont éclaté par là, par des kamikazes, surtout des jeunes filles qu'ils ont utilisées, ce n'est plus ce qui était avant. On a eu la libération de la première fille de Chibok, qui a été libérée il y a quelques semaines. Bon, c'est une seule... ça c'est symbolique, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y en a plus de 250, donc ça fait 2 ans qu'elles sont... Mais on attendait cette nouvelle-là. Donc la situation est quand même différente de ce que ça a été. On peut dire que c'est le changement de régime qui a apporté ces changements. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Glaser? Le recul de Boko Haram est lié aussi à l'élection de Buhari. C'est vrai qu'on avait l'impression que du temps de Goodluck Jonathan, qui s'était complètement désintéressé du nord du pays, qui avait une corruption incroyable, en particulier dans le domaine du pétrole. Mais actuellement, c'est vrai que la situation du Nigeria est assez mauvaise, avec une chute du baril qui est à peu près à $50. Et donc, il y a ça. Deuxièmement, le président, il n'est pas en très grande forme. Il est actuellement à Londres, soi-disant, d'une otite. Mais enfin, beaucoup de présidents du Nigeria qui ont eu aussi des problèmes, de santé. Actuellement, il est quand même absent. Deuxièmement, un truc dont on ne parle pas, c'est parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais du temps de Goodluck Jonathan, il avait déclaré une amnistie pour tous les mouvements indépendantistes du Sud qui réclamaient les mouvements d'indépendantistes de l'État du Niger. Maintenant, il y a vraiment les vengeurs de l'État du Niger. Il y a une sorte de résurgence de mouvements indépendantistes du Sud dans la zone pétrolière qui crée une nouvelle insécurité. Dans le Delta du Niger qu'il n'y avait plus dans le Delta du Niger, qu'il n'y avait plus. Là, du coup, Mohamed Buhari... Il y a 2 fronts, finalement, aujourd'hui, il doit faire face à 2 fronts. Il y a 2 fronts. Du coup, il a prolongé l'amnistie quand même jusqu'en 2018. Mais je veux dire, il y a un climat qui est quand même pas très bon, et c'est vrai que on voit bien d'ailleurs à partir du moment où Boko Haram est bouté un peu du nord, et effectivement c'est plutôt les maillons faibles du Niger, et vraiment c'est le bassin du lac Tchad. Franchement, en Afrique, il faut pas parler de frontières. On dit, c'est dit qui a raison, on dit Niger, Tchad, mais en fait voilà, sont les gens, les frontières sont pas vraiment respectées, personne ne les respecte. Bosso, c'est vraiment le bassin, c'est vraiment le lac Tchad, à côté du lac Tchad. Et donc demain, c'est le Niger, il passe au Niger, mais ça peut être de le côté de N'Djamena et autres. Et c'est vraiment cette région, maintenant, qui ne sont plus chez eux, à Maïdougouri, qui sont dans les forêts. Et ça va être la pression sur le bassin du lac Tchad. Le bassin du lac Tchad, ça va être extrêmement compliqué. Et c'est vrai que, alors là, c'est plus sensible pour des pays comme le Cameroun, le Nigeria, comment ils vont s'arranger pour se coordonner, lutter ensemble. C'est pour ça que c'est le Tchad avec 30 000 hommes et autres. Mais c'est vrai que l'armée normalement, l'armée nigériane, ça n'a rien à voir. C'est la grande puissance de la région. Je ne me souviens pas, c'était des chiffres énormes, $500 milliards qu'ils avaient, c'est en nombre d'hommes même. C'est 100 000 hommes voilà, 100 000 l'armée de terre, et c'est quand même le 4e contributeur de troupes pour les opérations de maintien de la paix. Ouais, pour vous dire, oui, donc le Tchad, finalement, ne fait pas de figure à côté. Non, absolument pas. Les habitants au Rézou, c'est les mecs de Rézou. C'est comme une force spéciale, l'armée tchadienne. Il y a une explication à la puissance militaire. Il a été fait cas de la tradition guerrière de l'armée tchadienne, de la valeur guerrière. C'est d'ailleurs pas un hasard si la division Leclerc est partie de N'Djamena pour venir libérer Paris. Donc il y a une tradition guerrière, justement, de l'armée tchadienne, mais il y a aussi l'histoire politique du Tchad. Le président Déby a fait face à des rébellions armées jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'il se mette d'accord avec le président El-Béchir, puisque toutes les rébellions partaient du Soudan. Le président tchadien a dû faire face à une série, et son régime, vous vous souvenez de l'épisode de février 2008, où Déby ne contrôlait que le palais présidentiel, où N'Djamena a été quasiment prise par le rebelle, il ne contrôlait que le palais. Les blindés étaient arrivés jusqu'à N'Djamena, jusqu'à la porte. Il a réussi à inverser. Voilà. Donc il y a eu quand même des épisodes,
l'histoire historique du Tchad qui explique que le président Déby, ayant senti que son éviction ne pourra venir que par les armes, a beaucoup acheté des armes, a beaucoup équipé, surtout au moment où le Tchad est devenu un pays pétrolier. Et les Tchadiens s'en plaignent même un moment. Beaucoup de ressources importantes ont été investies dans l'équipement de l'armée tchadienne qui fait qu'aujourd'hui, à côté d'elle, les autres armées de la sous-région sont quand même relativement, on peut même dire, sous-occupées. Le Tchad a beaucoup d'armes et le Tchad est venu avec ces armes-là d'ailleurs dans le Nord Mali et ce n'est pas pour rien que lorsqu'il s'est agi de nettoyer, entre guillemets, le massif des Iforas, l'armée française et l'armée tchadienne, on fait ensemble, on fait jonction parce que le Tchad ils ont payé la dette de sang. Absolument, le Tchad est très équipé, a investi beaucoup, donc il y a cela qui explique sa supériorité militaire. Deuxième chose, je pense que l'arrivée de Buhari a été un tournant parce que avec la montée en puissance de l'armée du Nigeria, ça a permis de libérer tous les territoires qui étaient aux mains de Boko Haram. Avant Buhari, sous l'ère Goudon Jonathan, dans une sorte d'indifférence, le Nigeria a permis que Boko Haram plante son drapeau dans plusieurs parties de son territoire. En face, à partir du Niger, on voit bien le drapeau de Boko Haram qui était planté au Nigeria et le gouvernement s'en fichait, disons. Donc le califat, aujourd'hui, le califat n'existe plus. Ce califat dont Boko Haram rêvait, qui commençait un peu à mettre en place, parce qu'il avait grignoté quand même tout le territoire au nord, n'existe plus aujourd'hui. N'existe plus, c'est pour cette raison, parce que Boko Haram a conquis du territoire, qu'il a fait allégeance à Daesh et a pris le nom de province ouest africaine de l'État islamique. C'était ça, il y avait cette dimension territoriale. Mais la dimension territoriale aujourd'hui a complètement disparu. Boko Haram ne contrôle plus de zones. Ils sont passés à une phase qui n'est pas moins dangereuse parce que là, c'est la guérilla. Ils utilisent des enfants, ils utilisent des femmes et ils font ce coup, ces raids. Ils font un raid, par exemple, sur Bosso. Ça a surpris, leur équipement a surpris. Oui, l'équipement. D'ailleurs, on pense même que cet équipement vient de la Libye. Le stock. Aujourd'hui, on parle par le Soudan, on parle d'équipement aux mains de Boko Haram. En provenance ils ont venu avec un équipement à Bosso qui a complètement surpris les gens. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la difficulté pour les pays, c'est de faire face à cette guerre où Boko Haram frappe et disparaît, se fond dans la population qui est prise entre deux feux. Si elle collabore avec Boko Haram, elle va faire l'objet d'une répression. Si elle ne collabore pas avec l'armée, elle peut faire aussi l'objet de poursuites. Donc il y a une difficulté pour les populations. Gilles Rodriguez, justement pour aller jusqu'au bout, parce que cette secte existe encore, même si elle a été délogée d'une quarantaine de localités, elle est encore présente, on l'a vu vendredi à Bosso. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour l'éradiquer? Justement, il en parlait, Seydi Kaba, il disait l'infiltration, les moyens humains. Comment les Français, par exemple, peuvent aider les Nigérians justement dans ce travail d'infiltration dans les villages, dans les familles, pour ramener du renseignement? Alors, Boko Haram avait, jusqu'à un passé récent, pignon sur rue. Jusqu'au juillet 2009, c'était une composante officielle, essentiellement dans l'état de Borno, dans le nord-est. Ensuite, il y a eu cette opération de police au mois de juillet qui a mal tourné et qui a conduit à la réorganisation de cette secte en mode clandestin après l'assassinat ou l'exécution publique ou extrajudiciaire de son dirigeant Mohamed Youssouf. Aujourd'hui, avec les coups de boutoir qui ont été portés à cette organisation depuis essentiellement l'arrivée du général Buhari à la présidence, on assiste à un nouvel éclatement, à une perte de tous ces gains territoriaux de ces islamistes qui se réorganisent différemment sur le mode de la guérilla et qui s'éclatent partout ailleurs. C'est-à-dire que, comme en 2009, ces gens-là se réfugient partout où c'est plus calme. Faisant fi de toutes les frontières, on va au Niger, on va au Cameroun, on va au Tchad, mais on descend aussi beaucoup plus sud dans le Nigeria. Le chef d'état-major de l'armée de terre se dit quasiment certain qu'un grand nombre d'islamistes qui ont fui la forêt de Sambisa, où les opérations militaires sont quotidiennes, ont trouvé refuge beaucoup plus sud, notamment dans l'état de Taraba. Donc, à l'heure actuelle, il est très difficile
d'infiltrer humainement ces islamistes. Parce que trop disséminés, si je vous entends bien. Voilà, qui sont totalement disséminés et mêlés aux populations civiles. Il faut pas. C'est ça qui est important. Il faut savoir que les populations civiles, encore une fois, c'est pas une armée qui se déplace. Ce sont des gens. Un jour, vont faire un coup. Après, ils retournent à leur travail. Je veux dire, c'est vraiment. Ils sont présents et actifs partout. L'État n'est pas présent, que ce soit les écoles, la santé, les machins, l'armement et l'argent. Ils sont là. Emmanuel Iga, quand même un mot, parce que c'était la question d'un téléspectateur. Qui fournit les armes à Boko Haram ? Parce qu'ils ne viennent pas du ciel, ces armes. Qui les donne ? Alors, il y a beaucoup d'armes qui ont été saisies par les islamistes dans les arsenaux militaires nigérians, parce qu'il y a eu un certain nombre de bases militaires qui ont été prises d'assaut et pour lesquelles les islamistes ont récupéré des quantités importantes d'armement, y compris des blindés, y compris de l'artillerie, y compris des explosifs. Qui finance ? Alors, Boko Haram, je dirais, se finançait initialement par la cotisation d'un certain nombre d'adeptes, mais aussi un certain nombre d'hommes politiques nigérians qui, par tradition, utilisaient un peu toutes ces bandes armées comme des gardes prétoriennes, notamment à des fins politiques, en période d'élection. Donc il y avait des financements, je dirais, de notables nigérians. Et puis quand ces sources se sont taries, Boko Haram a sombré dans le banditisme, a fait des enlèvements qui ont contribué largement à son financement et ont rançonné les populations civiles. À l'heure actuelle, alors que les chaînes de logistique, de ravitaillement ont été totalement désorganisées, il y avait beaucoup d'attaques de type coup de poing, où on prenait d'assaut un village, on le pillait, on l'incendiait aussi, mais on volait le bétail, on volait l'argent, on volait le riz, les céréales, tout ce qu'on pouvait prendre. Voilà. Cette question d'un internaute, quand même, cette dernière question, je trouvais ça intéressant, Emmanuel Iga. Vous le soulignez tout à l'heure, Antoine Glaser, la bataille, la guerre, elle se joue aussi sur l'éducation, sur la lutte contre la pauvreté. C'est plus difficile à un officier français de le dire, mais je veux dire, il y a aussi des mouvements, même si le wahhabisme d'Arabie Saoudite ne finance pas directement comme ça Boko Haram, mais c'est évident que c'est aussi des sources de financement, et c'est vrai qu'il y a tout un tissu religieux dans lequel baigne Boko Haram, même s'il ne finance pas. Est-ce qu'ils sont financés par des pays extérieurs? Mais bien sûr, par l'Arabie Saoudite en l'occurrence. Il y a tout le Proche et Moyen-Orient qui va. Arabie Saoudite, Qatar, tout ça, ils financent jusqu'en Afrique. Mais regardez ce qui se passe au Yémen. Oui, à travers des ONG. Finalement, ils ont exporté, ils sont en train d'exporter en Afrique leurs propres problèmes. Et un jour, vous aurez des chiites iraniens avec des sunnites d'Arabie Saoudite. Ils sont en train d'exporter. C'est du prosélytisme sur l'ensemble de ce continent aussi pour avoir un certain nombre de voix aux Nations Unies. Donc, il faut comprendre ce terreau. Encore une fois, c'est pas d'un côté Boko Haram, de l'autre côté l'État. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que. Alors justement, Emmanuel Iga, pour rebondir sur ce que disait Antoine Glaser, c'est-à-dire que il y a un terreau religieux, mais il y a aussi la lutte contre la pauvreté, il y a aussi le développement de l'éducation. C'est cette guerre, on la gagne aussi sur ce terrain-là. C'est même la plus importante. Allez, Emmanuel Iga, ensuite je vous donne la parole. Mais c'est ça, à mon avis, la vraie guerre. On peut gagner, vaincre Boko Haram, mais militairement, je vous dis, mais ce serait qu'une bataille qui est remportée. Boko Haram ne disparaîtra pas comme ça. Ah oui. Et sinon, même si il disparaissait, d'autres groupes émergeront tôt ou tard si le problème de la pauvreté n'est pas résolu, et le problème de l'éducation. Mais je pense que les autorités nigérianes sont bien conscientes de ce problème. Il y a un grand plan, une sorte de plan Marshall, soutenu par le budget que Buhari est en train de tenter de mettre en place, le budget de 2016, qui fait une très très grande place à l'éducation, et particulièrement dans les zones nord-est, attaquées par Boko Haram. Mais ça va être une offre de longue haleine.
On va voir si ce sera fait. Voilà, parce que les plans... Oui, déjà qu'ils sont en forme, mais bon, on ne peut pas... Vous nous confirmez qu'il est malade, là? Enfin, c'est quand même un souci, cette vacance du pouvoir. Non, mais, Emmanuel Liga, vous y allez souvent au Nigeria. Oui, mais bon, même avant d'être élu président, il était quand même soigné à Londres assez souvent. Et là, on dit qu'il y a un problème d'oreille qui est un problème persistant. On ne nous en dit pas plus. Problème d'oreille. La seule chose qui frustre un peu les Nigérians, et ça touche un petit peu ce qu'on dit ici, c'est que le président soit obligé d'aller à Londres pour chercher à se faire soigner, alors que oui, mais ça, on a l'habitude. Il y a des médecins nigérians qui auraient pu... Il faut dire la vérité, et peut-être qu'il sera même soigné à Londres par des médecins nigérians, qui sont nombreux à Londres. Et qui travaillent dans les meilleurs hôpitaux. Mais ça en dit long quand même sur le système de santé dans ces pays-là. Et visiblement, ils ont un petit manque de confiance vis-à-vis de leur propre système de santé. Mais vous inquiétez pas, Mohamed Bouhari n'est pas le seul à se faire soigner à l'étranger. On en connaît d'autres. Il y a un mot, Seydi Kaba, rapidement. La solution du moment, la solution immédiate, c'est la solution sécuritaire. Il faut ramener la sécurité, la sérénité aux populations. Mais sur le moyen et le long terme, c'est la question du développement, c'est la question de l'éducation. Il faut arracher à Boko Haram et aux autres mouvements le terreau qui leur permet de recruter des enfants, d'embrigader des jeunes enfants à 100 euros parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective que de s'engager à Boko Haram. Donc il faut résoudre ces questions de terreau et il faut aussi la question de l'éducation parce que la plupart des jeunes qui sont recrutés sont des jeunes déflatés du système scolaire qui, quand ils partent de l'école, ils n'ont plus rien à faire. Dans la région de Difa, ils cultivent le poivron qui est une culture de saison et après la culture, ils n'ont plus rien à faire. Donc il faut leur offrir des perspectives et pour moi, la solution durable, c'est la solution du développement de ces régions-là, de sorte qu'il n'y ait plus un terreau favorable. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci. Vous restez là, Antoine Glaser, parce que c'est pas fini. Emmanuel Liga, vous êtes arrivé un peu en retard. Je précise que vous êtes l'auteur de Nigeria Handbook, et en français, Nigeria Vademecum, mais c'est à sortir. Ça sera publié, enfin pas publié, ça sortira en librairie au mois de juillet. Pendant l'été, oui. Pendant l'été. Merci encore à tous les quatre. On accueille tout de suite Laure Manin, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. Bonsoir Laure, et on commence tout de suite avec les funérailles du boxeur Mohamed Ali qui ont commencé à Louisville aux États-Unis. Oui, bonsoir Vanessa. Effectivement, des funérailles organisées sur 2 jours, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, ça a commencé avec une prière musulmane et ensuite le corps du champion a été emmené dans une grande salle où des milliers de personnes pouvaient venir se recueillir sur son cercueil. Des personnes qui sont venues bien avant le corps du champion. Donc une cérémonie musulmane, c'est revenu à plusieurs reprises sur Internet. Il va être enterré comme un musulman. Sa foi était aussi importante pour lui que lui l'était pour ce pays. Pour ce Matthew Bell, ce tweetos, beaucoup d'Américains vont découvrir pour la première fois une cérémonie funéraire musulmane aujourd'hui et ils vont se rendre compte que c'est assez familier, effectivement, c'est assez proche des cérémonies chrétiennes et juives dont les Américains auxquelles les Américains sont plus habitués. Et à Louisville, souligne le Midi Libre, Mohamed Ali incarne le véritable islam, à comprendre par opposition au terrorisme islamiste qu'on retrouve très abondamment dans les médias, notamment ces derniers temps. Mais il y a une polémique qui est en train de faire jour, c'est celle des tickets pour assister aux funérailles. Justement, 15 000 tickets ont été distribués par la famille gratuitement mercredi, très rapidement, en moins d'1 heure, à des milliers de fans qui veulent y assister. Et ces tickets se sont retrouvés très rapidement, tout aussi rapidement, en vente sur Internet pour une centaine de dollars pièce. Évidemment, ça choque beaucoup de monde. La famille a appelé les fans à ne pas acheter ces tickets et a prévenu qu'elle allait poursuivre ceux qui les revendent de façon méprisable. Pour les tweetos, c'est un geste extrêmement choquant, cette revente des tickets. S'il vous plaît, ne Michael Jacksonisons pas les funérailles du grand homme. Rest in peace, ça veut dire en paix et non pas en morceaux dont chacun s'arrache un petit bout. Nicolas Sarkozy qui était en meeting mercredi soir dans le nord de la France. Alors officiellement en tant que président du parti Les Républicains, on peut dire que ça ressemblait un peu à un meeting de campagne pour la primaire. Ça y ressemblait fortement et il était donc hier soir à Saint-André-les-Lilles dans le nord de la France et ce matin chez nos confrères d'Europe 1 où il s'est exprimé sur de très nombreux sujets. C'est allé des fan zones pour lesquelles dont Nicolas Sarkozy n'est pas un grand fan en cette période d'état d'urgence. Il a également évoqué la
la crise engendrée par les remarques d'Éric Cantona sur la non-sélection de Karim Benzema pour l'Euro 2016. Il a évoqué également son projet d'une BBC à la française, donc ça nous concerne puisqu'il voudrait faire fusionner France Télévisions avec Radio France et aussi France Média Monde, donc France 24 notamment. Et puis Nicolas Sarkozy a évoqué aussi les grèves actuelles. Il accuse François Hollande d'avoir sacrifié la SNCF devant ce qu'il appelle la tyrannie des minorités. Je suis allée un peu vite. La tyrannie des minorités, donc dans son vocabulaire, c'est aussi bien la CGT et les syndicats que les minorités, communautés qu'il accuse de vouloir forcer la majorité à se plier à des avis des minorités. Nicolas Sarkozy, qui selon beaucoup de médias serait en train de glisser de plus en plus vers l'extrême droite. Libération s'est amusé notamment à faire un petit quiz sur les propos de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen. Il faut savoir quels propos attribuer à qui. Et je vous préviens, c'est pas facile, je me suis pompée un certain nombre de fois. Merci beaucoup, merci Laure. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h pour une spéciale Euro 2016. On revient, on est fort. Vous revenez, hein, demain soir. Tout de suite, le journal. Très belle soirée. À demain.